Bonjour à tous et merci d'être là pour ce nouveau numéro de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Frantz Fanon est une des grandes figures des luttes pour la décolonisation et plus largement pour l'émancipation des dominés, en particulier des dominés objets de racisme. La vie de ce médecin martiniquais a été comme une étoile filante dans l'histoire du XXe siècle puisqu'il est mort à 36 ans seulement, en 1961, non sans avoir pris une part très active à la guerre de libération nationale algérienne, aux côtés du FLN. C'était un homme d'action, un combattant révolutionnaire, et non sans avoir publié aussi 2 ouvrages majeurs, l'un intitulé Peau noire, masque blanc, alors qu'il n'avait que 27 ans, et puis l'autre, surtout, celui qui a eu le plus d'influence, sans doute, Les damnés de la terre, publié au moment de sa mort. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Adam Schatz, qui est l'auteur d'une imposante biographie de Frantz Fanon, sous-titrée « Une vie en révolution », parue aux éditions de la Découverte. Bonjour Adam Schatz. Bonjour. Merci, d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la London Review of Books pour l'édition des États-Unis. Exactement. Vous écrivez aussi pour de nombreux autres journaux états-uniens prestigieux, plutôt marqués à gauche d'ailleurs, comme le New Yorker, je crois. Vous vous êtes penché donc sur cette figure tout à fait iconique pour le mouvement décolonial aujourd'hui, après avoir été une figure iconique des luttes de libération, je le disais, des années 60 et 70, après sa mort, qu'est Frantz Fanon. Récemment, notamment avec le mouvement Black Lives Matter, on a revu surgir sa figure, mais elle avait été très présente, elle a été très présente dans les luttes depuis les années 70, on va y revenir. C'était notamment un personnage emblématique, fétiche pour les Black Panthers, vous le racontez dans le livre. Fanon a été une figure importante pour le mouvement de libération de la Palestine, dès les années 70, je crois, si je me trompe pas. Même les années 60. Dès les années 60, oui. Alors c'est une figure, et ça va peut-être faire une partie de notre discussion, qui est assez ambigu d'un point de vue français. Il n'est pas totalement diabolisé, peut-être parce que Sartre l'a soutenu. Il y a une préface très célèbre aux damnés de la terre qui a été signée par Jean-Paul Sartre. En même temps, il est sulfureux, il est tout à fait dérangeant. J'en veux pour preuve, par exemple, cette anecdote que vous rapportez dans le livre. À Bordeaux, il y a quelques années, le conseil municipal a décidé de donner les noms de Rosa Parks et de Frantz Fanon à 2 rues, pour marquer certainement un engagement anticolonial. La même chose s'est passée avec Angela Davis. C'est toujours Rosa Parks qui remplace les autres. C'est ça, elle est plus consensuelle. Elle est plus consensuelle, oui. Peut-être parce que sa lutte a été finalement moins agressive, plus pacifique. Mais en tout cas... Mais elle aussi était une militante de gauche. Je sais bien. Beaucoup de monde oublie ça. Oui, mais elle a été en quelque sorte un peu émoussée, sa figure a été un peu émoussée par rapport à une figure qui est vécue comme plus agressive au fond, plus inquiétante à certains égards, comme celle de Fanon. Je disais à Bordeaux, donc, quand le conseil municipal, c'est en 2018, vous le racontez, envisage de donner 2 noms de rues, de donner les noms de Rosa Parks et de Frantz Fanon donc, à 2 rues, eh bien, il y a une association de pieds noirs, donc d'anciens d'Algérie, de rapatriés qui ont dû partir après l'indépendance en 1962, qui s'insurgent et qui s'opposent. Et le maire, Alain Juppé, décide finalement qu'il y aura une rue Rosa Parks à Bordeaux, mais qu'il n'y aura pas de rue Frantz Fanon, bien que la ville, il faut le souligner quand même, s'il y a cette décision de donner ces noms, la ville, bien sûr, a fait une partie de sa fortune sur le trafic négrier, sur l'esclavagisme. Juppé, donc, s'oppose finalement, il tranche en faveur des pieds noirs pour ne s'abstenir de donner le nom de Fanon à une rue, en disant eh bien, les noms de rue doivent seulement rendre hommage à des personnalités qui incarnent des valeurs partagées. Alors, ça nous amène finalement tout de suite à l'ambiguïté de Fanon. Il n'est pas complètement institutionnel ou mainstream. Il fait peur encore à certains égards. Et en vous lisant, on comprend bien pourquoi. Parce qu'il y a finalement 2 faces à son œuvre et à son itinéraire. L'une qui convient très bien à l'universalisme à la française, puisque c'est au nom des valeurs finalement de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité, c'était les valeurs qui l'ont mené à son combat en Algérie. Mais ces valeurs, d'une part, l'amènent
à entrer en guerre contre la France. Vous vous rappelez que les services secrets français ont failli l'assassiner, ont essayé de l'assassiner à Rome. La main rouge. Et d'un autre côté, son œuvre elle-même, on va y revenir, notamment les damnés de la terre, prône la contre-violence comme voie pour les dominer, pour retrouver ce qui définit comme la dignité, notion très importante aujourd'hui pour l'antiracisme politique. Revenons un peu sur sa vie au départ. C'est un Antillais et il est médecin, ce qui déjà n'est pas banal pour quelqu'un qui est né en 1925. Oui, il est né en 25 à Fort-de-France, capitale de la Martinique coloniale. Il se croit français quand il est jeune. Pour lui, les Noirs sont les Africains, les tirailleurs sénégalais, pas lui-même. Il est très enthousiaste pour la République. Ses parents étaient les défenseurs de la République, les socialistes. Il joint le combat contre le fascisme quand il a 19 ans. Il essaie à l'âge de 17 ans, mais 2 ans après, il réussit. Il fait la guerre en France. Il est en France pendant l'occupation. Oui, il était en France. Il gagne le croix de guerre après la guerre. Il rentre en France pour étudier la médecine, la psychiatrie à Lyon. Il fait partie d'une révolution dans la psychiatrie à la clinique de Saint-Alban dans le sud-ouest de la France. En 1953, un an avant le déclenchement de la guerre de l'indépendance algérienne, il est embauché à un hôpital psychiatrique à Blida-Joinville. Près d'Alger. Près d'Alger. 11 mois après, la guerre commence et quelques mois après le déclenchement de la guerre, Frantz Fanon se range à côté du FLN clandestinement avec une clinique pour les soldats de l'ALN, l'armée de libération nationale. Alors, il traite également les soldats du FLN et les soldats français, les victimes de la torture et les tortionnaires. 3 ans après, en 1956, il est obligé de quitter l'Algérie. Il va en Tunisie, devient la porte-parole du FLN à Tunisie en 1957. 2 ans après, il devient l'ambassadeur itinérant en Afrique subsaharienne, installé à Accra. Pour le FLN. Pour le FLN, il essaie de créer un front sur la frontière de Mali. Au sud de l'Algérie, donc. Au sud de l'Algérie, en 60. C'est un échec, mais c'est un échec assez héroïque, épique. Et en 61, il meurt aux États-Unis, dans un pays qu'il classifie un pays des lyncheurs, d'une leucémie. Il meurt dans le Maryland, il est Maryland, hospitalisé. Bethesda, Maryland. Et on peut dire qu'il meurt aux États-Unis, mais il trouve une autre vie, une vie posthume aux États-Unis grâce à la découverte de ses écrits par les psychiatres noirs et les Black Panthers. Mais il est aussi découvert en traduction arabe par les Palestiniens, par des mouvements de révolutionnaires en Amérique latine. Il est traduit sous l'ordre de Che Guevara. Dans les années 60 et les années 70, les années héroïques des mouvements de libération nationale, Fanon est une sorte de dieu, une sorte de grand penseur de la décolonisation et de la révolution. Et plus tard, dans les années 80, dans les années 90, il est étudié comme un philosophe, comme un penseur par les universitaires, surtout aux États-Unis, dans les départements d'études postcoloniales. Et il trouve des interprètes comme le célèbre professeur palestinien à Columbia, Edward Said, qui a écrit plusieurs articles sur ses travaux. Lui-même, vous le signalez, a quasiment pas parlé du tout de la Palestine, puisque vous parliez de Saïd, je pensais à lui, et puisqu'aujourd'hui, évidemment, dans l'actualité du colonialisme et des crimes du colonialisme, la Palestine est trop au premier plan. Néanmoins, ce qu'il écrit aujourd'hui de la violence des colonisateurs et de la contre-violence des colonisés, évidemment, renvoie aussi à la situation actuelle en Palestine. Bien sûr, et c'est pour ça que
C'est pour ça que les leaders de l'OLP, de Fatah, dans les années 60, ont pris de l'inspiration de Fanon, parce que pour Fanon, la lutte armée n'était pas seulement une lutte politique, c'était une lutte psychologique. C'est une lutte qui libère, pour lui, qui libère les colonisés de leur sens de l'impuissance, de fatalisme. Alors, c'était une nécessité autant psychologique que politique. Et c'est pour ça que Abu Iyad, le plus important du Fatah après Yasser Arafat, l'a considéré comme un de ses auteurs favoris. Mais il y a d'autres aspects des ouvrages de Fanon qui avaient de l'importance pour les militants palestiniens. Par exemple, ce qu'il a dit sur les effets psychologiques de la torture. Les psychiatres et les psychanalystes palestiniens étaient très influencés par Fanon. Edward Said a appliqué ses écrits sur la contre-violence à la lutte palestinienne. Et on trouve qu'après le 7 octobre et la guerre qu'Israël mène dans la bande de Gaza, il y avait beaucoup de citations des ouvrages de Fanon. Et ce n'est pas étonnant. Vous parlez du Fatah, vous parlez de l'OLP, c'était des mouvements palestiniens de gauche, voilà, oui, j'allais dire. Gauche laïque. Qui à l'époque étaient... Pour la Hamas, je doute c'est ça. que Fanon était une figure importante. C'est la question que j'allais vous poser. Il y a eu une transformation majeure, d'ailleurs, largement liée à l'action de l'État israélien en face pour éliminer des oppositions qui auraient pu être bien plus puissantes, ne se développent pas sur le mode... Et le Hamas était plutôt protégé voilà. par l'Israël. Oui, voilà, je sais bien. Bah oui, il vaut mieux avoir un adversaire facile à diaboliser parce qu'il représente la contre-modernité, en quelque sorte. Il utilise le religieux dans ce qui peut sembler obscurantiste d'un point de vue occidental. C'est beaucoup plus facile, évidemment, à combattre. En plus, ils étaient sous l'illusion qu'ils avaient une sorte de pacte avec le Hamas à Gaza. Et c'était... On sait maintenant, c'était complètement une illusion. Il n'y avait pas de pacte. Les autorités israéliennes ? Oui. Oui, mais enfin, on peut aussi imaginer, ça nous éloigne de Fanon, mais on peut aussi imaginer qu'il y avait une politique du pire qui était consciemment menée avec comme point d'horizon le moment où le Hamas allait effectivement... Netanyahou a même dit, si vous soutenez l'Israël, il faut soutenir le Hamas. C'est presque une citation. Oui, mais il y a une vidéo. Il a dit ça à son cabinet. Oui. Puis il y a plusieurs vidéos où on le voit sur YouTube en train de tenir ce type de propos de façon publique il y a quelques années. Oui, c'est quelque chose qui est sous les yeux de tous. Mais ce que vous constatez sur le caractère religieux du Hamas est très important aussi parce que ça marque la distance entre l'époque de Fanon et notre époque. Exactement. La question que je me pose en songeant à la situation actuelle de la Palestine, puisque vous y faites allusion, et en lisant Fanon, c'est qu'aurait-il pensé, lui, du point de vue de l'auteur des Damnés de la Terre, de cette démarche qui consiste finalement à retrouver une forme de dignité, une forme d'agentivité, non pas en invoquant les idéaux de la Révolution française, les idéaux des Lumières et de la modernité occidentaux, mais en allant de l'autre côté, en quelque sorte, puisqu'en face, il y a des gens qui se réclament, comme c'est le cas de l'État d'Israël, a priori, et de ses alliés en tout cas, qui se réclament des Lumières, qui se réclament de la liberté, qui se réclament de la modernité, dans ce cas-là de plus présentable, puisque ce sont eux qui nous écrasent, eh bien nous allons finalement retourner vers des valeurs ancestrales ou fantasmées d'ailleurs comme traditionnelles, parce qu'en réalité, ce n'est pas la vraie tradition. Et Fanon était complètement contre ça. Il était contre la redécouverte des valeurs soi-disant ancestrales. Il était plutôt pour la création de nouvelles idées, de nouvelles formes de gouvernance. Et il était très critique pour exactement cette raison du mouvement de la négritude qu'il a suivi quand il était jeune. Alors, rappelons un petit peu ce que c'est que la négritude, parce que là, on est vraiment au cœur des problèmes d'aujourd'hui aussi. Oui, la négritude était une philosophie de conscience noire inventée par des gens comme Léopold Sédar Senghor, le poète sénégalais, le grand poète martiniquais Aimé Césaire, qui était une sorte de... Il n'était pas exactement le prof
de Fanon, mais c'était une grande influence sur la pensée de Fanon quand il était jeune. Léon Gontran Damas, un autre poète de Guadeloupe et de Guyane, que Cédar Senghor et Césaire ont rencontré à Paris, et les sœurs Nardal, qui sont moins connues, mais qui ont joué un rôle important. Et pour eux, les populations noires avaient une sorte d'unité culturelle à cause de leur négritude. Il avait même une mission dans les civilisations du monde par rapport à leur contribution culturelle en tant que noirs. Cédar Senghor avait une version très essentialiste de cette idée. Pour lui, être noir voulait dire plus proche de la nature. Il avait une sorte de lecture très essentialiste de la culture noire. Pour lui, les Noirs étaient plus émotifs que les Blancs, les Hellènes, il a dit. Donc les Grecs, ceux qui descendent du monde grec. Les Grecs savent raisonner, et nous sommes un peuple plutôt émotif. C'est quelque chose que Fanon a rejeté viscéralement. Césaire a proposé une version anti-essentialiste de la négritude, pour laquelle être noir s'appuyait sur l'invention, révolution culturelle, etc. Et Fanon était assez proche de la négritude, d'abord à la négritude de Senghor, puis à la négritude de Césaire, mais il a pris ses distances avec la négritude parce que pour lui, la lutte noire était une lutte d'abord politique, pas culturelle, et les formes culturelles suivront après la révolution politique. Pour lui, la négritude était, et je le cite, une mirage noir. C'était une illusion de la liberté plutôt que la réalité de cette liberté. Et il avait une idée très semblable quant à la question d'islam. Par exemple, en 1959, il a eu une correspondance avec le grand penseur Ali Shariati, qui était une influence sur les révolutionnaires iraniennes islamiques. Shariati était très jeune à cette époque. Il traduirait les écrits de Fanon, et dans une lettre, Shariati a essayé de persuader Fanon que les révolutionnaires du tiers-monde devaient adopter l'islam comme leur idéologie. Et Fanon a répondu non, parce que si on fait stress sur les différences religieuses, on va séparer les tendances dans une révolution qui doivent s'unifier. Mais au fond, il vit dans une époque où il y a une telle vague de libération, un si grand nombre de mouvements dans ce qu'on appelle le tiers-monde, et puis les jeunesses des pays du Nord qui s'engagent dans toutes sortes de formes de gauchisme, de soutien au peuple en lutte, et le mouvement emblématique étant bien sûr le soutien au Viet Minh, enfin la lutte contre la guerre du Vietnam, mais aussi la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, contre le ségrégationnisme, contre le racisme aux États-Unis. Et Fanon était très conscient des luttes aux États-Unis, et il a écrit beaucoup sur les luttes antiracistes aux États-Unis, même avant le déclenchement du mouvement de Martin Luther King, dans son premier livre « Peau noire, masque blanc ». Il y a une telle vague de ce côté-là qu'on peut encore, à son époque, penser qu'en adoptant des valeurs qui sont assimilables à celles des Lumières, qui sont largement rattachables aux valeurs des Lumières, donc de l'Occident, on va pouvoir faire triompher une cause révolutionnaire, une cause de l'émancipation. C'est peut-être la grande différence avec ce qui se passe, disons, à partir de la fin des années 70, des années 80 et 90, où finalement on a l'impression que la démocratie, les libertés, la lutte pour les droits des homosexuels même, se sont devenus presque des cris de guerre de la domination de l'Occident. Oui, avant l'émergence d'une politique de différence. C'est ça.
C'est vrai, et Fanon marque, on peut dire, la transition entre cette politique d'une gauche universaliste, une gauche des Lumières, à une gauche qui est plus sensible à une politique de différence. À mon avis, Fanon reste un universaliste radical, mais il pense que l'universalisme est plutôt un projet qu'une réalité qu'on peut assumer. Et en plus, dans son livre Peau noire, masque blanc, qu'il a publié en 1952, quand il avait 27 ans, il parle de l'expérience vécue du noir, qu'on ne peut pas assimiler à l'expérience vécue d'un blanc. Et ce n'est pas qu'il pense que la négritude est une différence biologique ou essentielle, mais c'est une différence existentielle, surtout dans une société majoritairement blanche. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Il faut faire face à cette réalité. Et c'est quelque chose qui peut-être déranger les gens. Et qui dérange aussi beaucoup encore aujourd'hui. Vous parlez de l'hypocrisie de l'universalisme à la française. Ouais. Même si Fanon est universaliste, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est au nom de valeurs universelles qu'il se bat. Comme vous dites, il reconnaît la différence radicale d'expérience selon l'endroit où on se situe. Et donc, il serait aujourd'hui, du point de vue des contempteurs de l'antiracisme politique en France, il serait un racialiste. Absolument. Mais pour Fanon et pour les gens qui le lisent fidèlement, il est impossible de surmonter le racisme en évitant la question de race. C'est une démarche paradoxale, mais inévitable. On ne peut pas être colorblind. Non, ça exactement. Les races n'existent pas, mais le racisme existe bel et bien. Exactement. Et si on fait comme s'il n'existait pas... C'est le racisme qui crée le race. Et ça reste une tendance des gens qui préfèrent ne pas parler de la race, de dire que vous êtes obsédé par la race si vous en parlez. Et si vous en vivez les conséquences au quotidien, si vous êtes contrôlé par la police, par exemple, régulièrement, si vous faites part de cette expérience, si vous considérez qu'elle fait partie de votre univers politique spécifique, on va vous accuser au nom de l'universalisme de faire du racialisme. Exactement. Et les gens comme ça peuvent très facilement tolérer l'existence de racisme. Il est passé sous silence. Oui, exactement. Au fond. Mais... si sa figure à Fanon est si importante aujourd'hui, et c'est un des fils directeurs de votre livre, c'est parce qu'à partir de son expérience de psychiatre et de celui qui doit finalement guérir l'aliénation, enfin qui est confronté à l'aliénation et à la nécessité de s'en libérer, il analyse la situation d'aliéné du colonisé et il en arrive à des conclusions qui concernent sa dignité. La dignité, c'est un mot fondamental aujourd'hui pour les mouvements décoloniaux. Absolument. Et la première fois qu'ils se rendent compte de cette question d'aliénation et de dignité, ce n'est pas en Algérie et ce n'est pas chez les Noirs en France. C'est chez les FMA, les Français musulmans d'Algérie à Lyon, les travailleurs avec qui ils travaillent en tant que médecins à Lyon. Il faut rappeler que c'était des sous-citoyens français d'une certaine façon. Exactement. Ils trouvent que les Français musulmans d'Algérie, les ouvriers qui vivent à Lyon dans des pénibles appartements, 7 ou 8 hommes dans une chambre, ils trouvent que les gens souffrent d'une maladie que les médecins français ont appelée le syndrome nord-africain, parce que ces ouvriers ne peuvent pas identifier pourquoi ils souffrent. Ils disent « je souffre partout, je me sens mal ». Et pour les médecins français, ce sont des malades imaginaires. Ce sont des gens qui ne veulent pas travailler. Ce sont des gens qui sont peut-être qui sont hallucinants. Et pour Fanon, en revanche, ce sont des gens qui souffrent d'aliénation, de racisme, de ségrégation. Alors, il donne une explication
pas seulement psychologique, mais social, à leurs symptômes. Et en plus, il commence à proposer une lecture politique et critique de la psychiatrie et de la médecine française. Il dit que la médecine française est une médecine imprégnée par des clichés, des concepts colonialistes. Et c'est pour ça que les médecins français sont empêchés de comprendre les conditions de ces ouvriers. Et les pathologies auxquelles ils sont confrontés. Oui, exactement. Il est très important de comprendre que Fanon est psychiatre, mais qu'il est aussi critique de la psychiatrie. C'est fondamental. Et il se rattache de ce point de vue aussi à un grand mouvement des années 60-70, justement, Exactement. De transformation du rapport aux fous et aux aliénés. Oui, de l'antipsychiatrie. Pourtant, il est très différent des critiques de la psychiatrie tels que Félix Guattari ou Gilles Deleuze, qui ont été influencés par Fanon et qui le citent dans l'Anti-Édipe, parce que Fanon n'a jamais trouvé quelque chose d'admirable ou de libérateur dans la folie. Pour lui, la folie était une pathologie de la liberté. Et à mon avis, c'était impossible pour un descendant des esclaves noirs dans une colonie de sucre de penser que cette absence de souveraineté, cette absence d'automaîtrise peuvent être libérateurs. Impossible. Alors, il n'a jamais donné un regard romantique envers la folie. Vous écrivez que Fanon a cru au potentiel régénérateur de la violence. Oui. Et c'était sans doute une des choses qui sont les plus dérangeantes dans son livre, dans Les damnés de la terre. C'est pas du tout un écrivain apaisé. Hein. C'est vrai, c'est l'aspect peut-être le plus controversé de l'ouvrage de Fanon. C'est une question très compliquée parce que le dernier chapitre des Dents de la Terre parle des troubles mentaux de la guerre coloniale. Alors, dans ce dernier chapitre, il envisage un avenir où ceux qui ont pratiqué cette contre-violence, la lutte armée, sont hantés par ce qu'ils avaient fait pendant la guerre et en plus par la violence des bourreaux. Alors, il avait une vision plutôt réaliste des effets de la violence après l'indépendance. Sa vision de la violence n'était pas complètement utopique, mais pourtant, il pensait que, au moins pour un moment, cette lutte armée avait une importance fondamentale pour les opprimés. C'est une chose qui n'est pas unique à Fanon. Il y a d'autres penseurs, certainement des penseurs nationalistes, qui ont cru que la violence, l'autodéfense, était très importante pour des opprimés, pour leur sens de pouvoir, de maîtrise, même de réalité. Parce que pour Fanon, l'opprimé, le colonisé, est submergé dans des sentiments d'impuissance, de fatalisme, de l'impossibilité de créer un avenir pour lui-même. Mais il faut rappeler plusieurs choses. D'abord, la violence des opprimés est une contre-violence. L'Algérie française était la création d'une grande violence, d'une violence inouïe. Pendant les 4 premières décennies de la colonisation française, presque un tiers de la population algérienne était tuée ou est morte. Et pendant toutes les tentatives de réformes pacifiques en Algérie,
l'État, l'armée et les Pieds Noirs ont écrasé les Algériens avec une grande violence. Après les émeutes de 1945, les émeutes de l'après-guerre, Sétif également. Le 8 mai 1945. Oui, exactement. À peu près 15 000 Algériens dans l'est du pays étaient tués. Par les colons. Par les colons. Pour maintenir l'ordre par colonial. Par l'armée, exactement. Alors, pour Fanon, la violence du colonisé est une réponse logique. Il faut rappeler aussi que Fanon prévient que la haine, le désir légitime de vengeance et l'antiracisme raciste, une phrase qu'il emprunte de Sartre, ne peuvent pas nourrir une lutte de libération nationale. Il faut que la lutte de libération nationale arrive à un universalisme qui reconnaît qu'il y a même des alliés chez les colonisateurs, chez les Pieds Noirs. Et Fanon était recruté par le FLN, par des militants chrétiens comme Pierre Chollet. Alors, sa lecture de la violence est un peu plus compliquée. Ce n'est pas seulement une apologie ou un éloge de la violence. Oui, c'est ça, mais c'est moins violent, moins sanguinaire que la préface de Sartre. Pourtant, Fanon est regardé comme un homme violent et pas Sartre. Pourquoi? À mon avis, c'est la question de race. Fanon est noir et il prend la violence. Et un noir, soit Fanon, soit Malcolm X, qui prend la violence est regardé comme presque un fou, certainement une menace. Sartre écrit dans la préface des damnés de la Terre, le tiers-monde se découvre lui-même à travers sa voix et se parle par cette voix, celle de Fanon. Vous revenez sur des relations qui n'ont pas toujours été simples en réalité avec les révolutionnaires algériens. C'est vrai, en 1956, il voulait être soldat dans la ALN, l'armée de libération nationale. Heureusement, il n'est pas devenu un soldat parce qu'on aurait peut-être perdu Fanon avant qu'il ait écrit ses ouvrages importants. Fanon était un homme d'action, comme vous dites. Il incarnait l'intellectuel engagé. C'est pour ça que Sartre a tant admiré Fanon. Il était presque jaloux de Fanon. Mais oui, puisque lui-même, Sartre, ne s'était pas engagé physiquement dans la résistance. Exactement. Et Fanon voulait être algérien. Quand il est arrivé à Tunis en 1957, il a commencé à écrire « Nous, les Algériens ». C'est une phrase qu'on trouve pas seulement dans les écrits qu'il a publiés dans le journal du FLN, le journal du FLN El Moujahid, mais aussi dans ses écrits politiques. Pour lui, la nation en formation de l'Algérie était une nation multi-ethnique. Et ce qui définit un Algérien, c'est la décision de joindre le combat. Et lui, il a joint le combat, donc il était algérien. Pourtant, il n'est pas clair que les Algériens, ses camarades, l'ont accepté comme Algérien. Probablement, ses camarades en Algérie, dans l'intérieur du combat, les marxistes kabyles comme les frères Oussedik, qui étaient devenus très amis avec Fanon, ou peut-être Aban Ramdan, l'ont considéré un Algérien honoraire. Mais pour la plupart, il était regardé chez les Algériens comme un étranger qui était très solidaire. Un étranger qui était même un peu... qui jouait un peu trop plus algérien que les Algériens.
Et son éloge, par exemple, pour la violence, était un peu controversé chez les Algériens parce que les Algériens ne pensaient pas forcément que la violence avait des attributs positifs, les vertus psychologiques. Pour eux, c'était un instrument, une méthode de libération. Ce n'était pas un bien en lui-même. On peut dire ça? C'est pas une valeur en soi, quoi. Oui, exactement. Il y avait des moments assez cruciaux dans la vie de Fanon à Tunis où il s'est rendu compte des divisions, même des divisions fratricides dans ce mouvement. Par exemple, son allié, Aban Ramdan, était tué au Maroc par ses propres camarades. Et Fanon savait que Aban Ramdan était victime de sa propre révolution, mais il était obligé de se taire. Il a même participé dans un article publié dans les Moudjahid qui annonçait 6 mois après la mort d'Aban Ramdan, après le meurtre d'Aban Ramdan, qu'Aban Ramdan était tué sur le champ d'honneur. Donc un mensonge. Un mensonge, délibéré. exactement. Ce n'était pas le seul mensonge. Et c'est une tension qui traverse mon livre. La tension entre Fanon comme homme révolté, qui était une critique féroce des orthodoxies, de l'intolérance, du racisme, des systèmes de pouvoir, du colonialisme, et Fanon, le bureaucrate révolutionnaire, qui était obligé de rester silencieux dans les moments très chauds comme ça. C'est le Fanon, homme d'action, le Fanon engagé dans la lutte et aux prises avec les nécessités. Il y avait un prix à payer. Oui. Il y avait un prix à payer. Et on sait, grâce à Simone de Beauvoir, dans ses mémoires, La force de circonstance, que Fanon souffrait du prix qu'il a payé, que c'était très dur pour lui de perdre les gens comme Aban Ramdan ou, par exemple, Patrice Lumumba, qui était aussi un ami cher, mais qu'il a presque abandonné au Congo grâce à ses ordres du FLN. C'est-à-dire qu'il lui a été ordonné de ne pas soutenir, de ne pas rester avec Lumumba. Oui, parce qu'il était clair que Lumumba était en train de tomber et le FLN était obligé de maintenir des relations proches, étroites avec le gouvernement de la Tunisie, et la Tunisie n'aimait pas Lumumba. C'était des affaires très complexes géopolitiques, et Fanon ne pouvait pas être innocent de tout ça. Il a dû accepter d'être sali par l'histoire, en quelque sorte. Oui, pour ne pas rester une belle âme. Exactement. C'est pour ça peut-être qu'il a tant admiré le livre, la pièce de théâtre de Sartre, Les mains sales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Adam Schatz, pour cette présentation, cette petite discussion autour de cette somme passionnante parue à la découverte, donc Frantz Fanon, Une vie en révolution. Merci encore. Merci beaucoup.